Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Au sommaire, les armes nucléaires qui prolifèrent aux quatre coins du monde. Devons-nous vivre avec l'hypothèse d'un futur conflit atomique? La doctrine de la dissuasion est-elle encore valable? Le grand marchandage entre Kim Jong-un et Donald Trump, peut-on imaginer que la Corée du Nord abandonne son arsenal nucléaire? Pourquoi Américains et Russes laissent-ils tomber des accords qui les engageaient à limiter leur expansion nucléaire? Au sommaire aussi, le cri d'alarme sous la forme d'une vidéo lancée à Genève par le Comité international de la Croix-Rouge. Faut-il craindre une nouvelle escalade? Il n'est pas inutile de se poser la question 3/4 de siècle après Hiroshima et Nagasaki. Un peu partout, on voit se développer des programmes et des fusées qui remettent au goût du jour l'arme nucléaire. Russes, Américains, Français, Britanniques, tous renouvellent et modernisent leurs arsenaux. La Chine développe une force de frappe proportionnelle à ses ambitions planétaires. L'Inde, le Pakistan rivalisent et la Corée du Nord a démontré que ses fusées étaient désormais capables d'atteindre les États-Unis de l'autre côté du Pacifique. Au Moyen-Orient aussi, les arsenaux se remplissent de nouveaux engins balistiques qui redessinent les rapports de force. Parallèlement à cette prolifération, l'architecture du désarmement paraît se fissurer. Certains traités qui liaient les deux superpuissances, Russie et États-Unis, se retrouvent remis en question ou carrément abandonnés, à l'exemple du traité FNI sur les missiles de portée intermédiaire. Si le pire n'est jamais sûr, le meilleur est la moins certaine des hypothèses, disait en son temps l'humoriste Philippe Bouvard. Le 23 octobre dernier, Donald Trump l'annonce à la cantonade. Les États-Unis se retirent du traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire, le traité FNI. Je romps le traité. Les Russes violent ce traité. Je rends donc ce traité. John Bolton, le nouveau conseiller à la sécurité, confirme dès le lendemain à Moscou la volonté des États-Unis de se retirer du traité sur les missiles intermédiaires. Ce traité, en vigueur depuis plus de 30 ans, contraint Russes et Américains à renoncer aux missiles d'une portée se situant entre 500 et 5000 km, qu'ils soient nucléaires ou conventionnels. Alors oui, depuis un certain temps, la Russie ne respecte plus les termes du traité. L'industrie militaire russe a développé tout un arsenal qui, selon Washington, y contrevient. Mais ce n'est pas la raison principale qui a poussé les États-Unis à se retirer. C'est que simplement, depuis la fin de la guerre froide, le monde a changé. Il y a une nouvelle réalité stratégique. Ce traité est un accord bilatéral qui date de la guerre froide, mais aujourd'hui nous sommes dans un monde multipolaire. Principalement pointé du doigt la Chine, le pays s'est lancé dans une course à l'armement inédite avec un budget militaire 3 fois plus important que celui de la Russie. Sans compter les autres pays, France, Israël, Corée du Nord, Inde, Iran, Pakistan et Taïwan, eux aussi développent des missiles à courte et moyenne portée. Le nouveau secrétaire d'État Mike Pompeo confirme début février le retrait américain du traité FNI, consacrant ainsi cette logique d'un monde multipolaire. Les États-Unis suspendront donc leurs obligations en vertu du traité FNI à compter du 2 février. Et si la Russie ne détruit pas ses nouveaux missiles et leurs équipements d'ici 6 mois, ce retrait sera définitif. Bonjour Grégoire Mallard. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Alors on va parler dissuasion, prolifération horizontale, verticale. Mais j'aimerais bien qu'on commence par le petit bout de la lorgnette, si vous me passez l'expression, à savoir l'abandon programmé par Moscou et Washington de ce traité sur les missiles de portée intermédiaire. Ça nous rappelle un peu le parfum de la guerre froide, non ? Alors, je dirais non pour 2 raisons. La première, c'est que la raison qui est invoquée par les 2 puissances qui se retirent, est justement qu'on est sorti de la guerre froide et sorti d'un contexte de bipolarité
qui caractérisait les relations entre l'Union soviétique et les États-Unis pendant la guerre froide, c'est-à-dire de 1945 à 1990, à un contexte de multipolarité, et qu'une des raisons pour lesquelles les États-Unis et la Russie veulent sortir de ce traité, c'est qu'il y a une multiplication des menaces, une multiplication des puissances qui développent ce type d'armes, notamment il cite la Chine, il cite d'autres pays, et que donc il faut s'adapter au contexte. C'est ce que disait Bolton dans le reportage qu'on avait tout à l'heure. Tout à fait, c'est la raison invoquée. Et puis je dirais la deuxième raison, qui est plus facile à comprendre si on regarde le contexte européen, c'est que la guerre froide, c'était 45 ans d'occupation soviétique de l'Europe de l'Est et 45 ans d'une forte puissance, d'une forte présence militaire américaine dans l'Europe de l'Ouest. Et donc finalement, le traité a accompli son objectif et a servi de catalyste qui a permis de sortir de ce contexte de guerre froide. Il est devenu caduc, en quelque sorte, ce traité. En quelque sorte, il est devenu caduc, notamment dans les années 90, parce qu'il a permis à l'Union soviétique, qui se démantelait, de conserver, finalement, de donner à la Russie, et exclusivement à la Russie, l'arme atomique. C'est uniquement la Russie qui a hérité du droit d'être une puissance atomique par le traité de non-prolifération et qui a conservé toute une série d'armements. Et par contre, ce traité, il a permis à tous les États d'Europe de l'Est, notamment la Bulgarie et d'autres, de redonner toutes ces armes et de les détruire et de redevenir des États non nucléaires, non détenteurs de l'arme nucléaire au sens du traité de non-prolifération qu'ils ont d'ailleurs intégré. Et donc il y a eu toute cette transition, et notamment aussi l'Ukraine, qui s'est faite en partie dans le cadre de ce traité. L'abandon de ce traité, finalement, il est inquiétant. C'est peut-être pas l'abandon lui-même qui est inquiétant, c'est peut-être le contexte dans lequel tout cela se produit. C'est Angela Merkel qui disait encore au sommet de la sécurité la semaine dernière à Munich que l'ordre mondial se désagrégeait comme un puzzle. Alors vous avez raison de le rappeler, l'inquiétude que ressentent principalement les Européens est globale. Les Européens réagissent en fait à toute une série de remises en cause de traités par l'administration Trump depuis son arrivée au pouvoir. Celui-ci en est la dernière manifestation, mais avant... Il y a les tensions dans l'Alliance Atlantique. Il y a les tensions dans l'Alliance Atlantique. Le président Trump est revenu plusieurs fois à l'OTAN demander un nouveau partage du fardeau. Qui est donc en train de demander une plus grande contribution financière aux États européens. Il y a aussi eu des tensions à l'intérieur de l'OTAN avec la guerre en Syrie qui a été une sorte de proxy war, donc avec différents États qui étaient engagés dans ce conflit et qui a vu de temps en temps les Turcs en désaccord avec et presque en conflit avec des autres États membres de l'OTAN. Et après, il y a évidemment, lié aussi au destin européen, le destin de l'accord avec l'Iran, qui a été la grande réussite de la diplomatie européenne des 10 dernières années, des 15 dernières années, qui a été aussi soutenu donc par l'administration Obama et dont Trump s'est retiré avec un certain fracas. Et en plus, vous avez raison de le dire, il y a aussi la question territoriale qui est celle de la guerre en Ukraine, sur laquelle les Européens ont été tout de même assez peu... Ils ont essayé d'être les pacificateurs, mais... Tout à fait. Ils ont été un peu impuissants devant la prise de contrôle russe d'une partie du territoire. Donc, toutes ces menaces qui pèsent à la fois sur l'Alliance et sur le respect des frontières qui ont été dessinées en 90 et dans les années qui ont immédiatement suivi l'écroulement de l'Union soviétique, font peser effectivement un questionnement presque existentiel aux Européens. Alors avant de poursuivre, j'aimerais bien qu'on s'arrête quelques instants sur les équilibres et les rapports de force nucléaires. Les choses ont beaucoup évolué ces dernières décennies, on l'a dit. C'est un sujet qu'a préparé pour nous Stéphane Mossa. L'arme nucléaire. 9 pays la possèdent aujourd'hui. Tout d'abord, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.
Dans l'ordre d'acquisition de la bombe atomique, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. 5 États, signataires du TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur en 1970. 4 autres pays, non signataires du TNP, sont aussi dotés d'une force de frappe nucléaire. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord qui s'est retirée du traité en 2003, et Israël, qui possède la bombe atomique sans l'avoir reconnue officiellement. Hormis ces puissances nucléaires, 5 autres pays hébergent des ogives américaines dans le cadre de l'OTAN. Ce sont la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie. Le club des 9 puissances atomiques possède environ 14 500 ogives nucléaires, un arsenal mondial qui a bien fondu en 30 ans. En 1986, il était à son maximum avec 70 000 ogives. C'est donc près de 5 fois moins aujourd'hui, mais suffisant pour faire exploser la planète plusieurs fois, la très grande majorité de ces armes étant au moins 10 fois plus puissantes que celles utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Sur ces 14 500 ogives, plus de 90% se trouvent entre les mains de la Russie et des États-Unis, avec pour chaque camp 6 850 et 6 450 têtes nucléaires, et près d'un tiers déployables en quelques minutes. Les stocks des 7 autres puissances sont considérablement plus petits. 300 ogives pour la France, 280 pour la Chine ou encore 215 pour le Royaume-Uni. Le nombre est inférieur au Pakistan et en Inde, mais ces pays continuent d'accroître la taille de leur arsenal. La Corée du Nord aurait en sa possession une quinzaine d'ogives. C'est le dernier État à s'être lancé dans la course de cette arme de dissuasion. Au printemps 2018, suite à sa rencontre avec Donald Trump, le leader nord-coréen détruit son plus grand site d'essai nucléaire. Un démantèlement bien orchestré sous le regard de la presse, mais sans expertise internationale. Depuis, aucun signe concret d'abandon nucléaire. Grégoire Mallard, on enregistre cet entretien à quelques jours d'une nouvelle rencontre entre Kim et Donald Trump. Est-ce que vous pensez que la Corée du Nord va abandonner à l'Amérique son arsenal nucléaire? Alors, pour vous dire mon point de vue personnel, qui vaut aussi le vôtre, je dirais non, pour répondre en un mot. C'est une assurance vie ça reste une assurance vie pour le leader nord-coréen. C'est aussi un cadre de négociation qui ne nous rend pas très optimistes, on va dire. Si vous comparez rapidement la négociation de 15 ans qui a remporté le succès avec l'Iran, le traité sur le nucléaire iranien, sur le nucléaire iranien, c'était une négociation multilatérale, très encadrée, avec un pays qui n'était pas sorti du traité de non-prolifération et qui s'est marqué par des engagements presque quantitatifs, des inspections de l'agence de Vienne très intrusives sur son sol. Mais quel pourrait être le deal alors entre les deux, puisque Trump aime les deals, Kim aussi? Alors pendant longtemps, l'administration américaine, avant le test de 2006, avait cherché à faire la dénucléarisation de la péninsule d'abord, puis la paix. Ouais. Ce auquel on assiste est peut-être un renversement des priorités d'une certaine façon, avec une forme de paix intercoréenne qui se fera par étapes, avec peut-être de la coopération économique. Pourquoi pas un retour partiel de la Corée du Nord dans l'ordre international avec l'isolation stricte d'activités nucléaires qui resteraient sous le contrôle de l'agence de Vienne et qui serait uniquement civile, qui reviendrait sous le contrôle si la Corée du Nord l'acceptait, et une dénucléarisation par étapes de long terme qui viendrait dans une seconde séquence. C'est un scénario possible, mais la façon de négocier de Trump, qui est très brouillonne, très intempestive, qui sort de ces cadres multilatéraux, ne laisse pas non plus beaucoup la place à une prévision claire de ce qui va se passer.
Alors, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, hein, il y a beaucoup moins d'ogives que pendant le pic de la guerre froide. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est réjouissant. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prolifération, presque tous azimuts, des arsenaux nucléaires et des puissances nucléaires. Alors, il y a des risques, mais il faut quand même rappeler que le traité de non-prolifération a eu quand même un effet très positif. Dans les années 60, Kennedy avait peur qu'il y ait 25-30 pays détenteurs de l'arme nucléaire. On n'en a que 9. D'ici, voilà. Donc, le traité de non-prolifération a finalement eu un effet positif. Par contre, c'est vrai qu'il y a des risques. Avec la sortie des États-Unis de l'accord avec l'Iran, on ne sait pas pendant combien de temps l'Iran va garder patience. S'il y a une déstabilisation par l'Iran de ce cadre légal qui inquiète l'Arabie saoudite. Il y a déjà des hauts dirigeants saoudiens qui ont parlé de leur volonté d'acquérir la bombe nucléaire. Et puis les puissances traditionnelles, en plus, ou parallèlement, je dirais, modernisent leurs arsenaux, les tiennent à jour, et plus que ça, les développent même. Tout à fait. Il faut voir que le traité de non-prolifération était basée sur 3 piliers. Il y avait évidemment la non-prolifération, c'est-à-dire que les États qui détendaient les armes nucléaires s'engageaient à ne pas vendre ces technologies à ceux qui ne les disposaient pas, et inversement. Mais il y avait un autre pilier qui est le désarmement, c'est que sur le long terme, ces États détenteurs devaient aussi se désengager pour que ce traité, qui au départ n'était qu'un moratoire, il ne devait durer que 25 ans. Mais il est devenu permanent en 1995, justement dans ce contexte de fin de la guerre froide. Mais par exemple, si on prend l'exemple de l'Inde, ça n'a pas empêché à l'Inde ou au Pakistan de développer leurs arsenaux, voire même la production de combustible nucléaire. Tout à fait. Le cas de l'Inde et du Pakistan sont très différents de celui de l'Iran, parce que ni l'Inde ni le Pakistan n'ont jamais été partie prenante du traité de non-prolifération, alors que l'Iran l'avait été. Pour le Pakistan et l'Inde, il y avait effectivement, de leur point de vue, toujours ce risque que ce traité créerait cet apartheid entre des nations finalement du Nord, qui toutes ont plus ou moins un doigt sur le bouton nucléaire, soit au sein de l'alliance de l'OTAN, soit directement, que ce soit les 5 puissances du Conseil de sécurité, et ils rejetaient finalement cette philosophie d'apartheid. Alors il y a un autre traité dont il faut parler, ce sera ma dernière question, c'est le traité d'interdiction sur les armes nucléaires qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies il y a 2 ans. Ma question sera double. Est-ce que vous pensez que ce traité va entrer en vigueur? Et si oui, est-ce qu'il va contribuer à la désescalade nucléaire? Alors, ce traité, il a été beaucoup critiqué par les puissances détentrices de l'arme nucléaire. Qui ont dit on n'en veut pas. Qui ont dit à la fois on n'en veut pas et il est inutile, puisque ça engage à signer ce traité que des puissances qui n'ont pas l'arme nucléaire. Donc elles n'engagent qu'elles et elles sont déjà engagées par le traité de non-prolifération. Alors, s'il ne sert à rien, pourquoi se sont-ils opposés? Ils se sont opposés parce que l'initiative ne venait pas d'eux. Or, sur les questions de désarmement, ce sont toujours les puissances qui possèdent l'arme nucléaire qui veulent réglementer. Qui veulent réglementer et imposer leur tempo. Après, il y a aussi des risques et des promesses que ce traité permettrait finalement de faire apparaître. Ce traité a des clauses qui finalement pourraient peser sur les industriels de l'armement. Or, on sait que ces industriels, que ce soit Lockheed Martin, etc., tous ces gros industriels qui font par exemple les systèmes de guidage de missiles, sont finalement souvent financés par le système bancaire et le système financier global. Et donc souvent, vous ne le savez peut-être pas, mais en tant que citoyen, vous avez peut-être un portfolio d'actions vendu par votre banque qui inclut finalement un financement à ces armes nucléaires. Or, ce traité va tendre à responsabiliser dans les pays qui le signeraient les institutions financières et regarder où vont les actifs de leurs clients. D'accord. Ça peut être un des moyens par lesquels ce traité peut avoir un pouvoir coercitif, finalement. Merci pour ces éclairages, Grégoire Mallard. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir à Géopolitis. Merci. Merci.
Au moment où les superpuissances risquent bien d'abandonner leurs engagements internationaux et qu'on voit se dresser aux quatre coins du monde des batteries de missiles sophistiqués, le Comité international de la Croix-Rouge rappelle la réalité de la menace. Dans une vidéo, c'est notre rubrique « Mais encore ». If the nuclear bomb were to explode right now, what would you choose? Live or die? Et si une bombe nucléaire explosait là, maintenant, chez vous? C'est le récit post-apocalyptique de la nouvelle campagne du CICR. L'urgence est de rappeler aux citoyens que 73 ans après l'utilisation des armes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki, ces armes, elles existent toujours, elles constituent toujours une menace, et cette menace va en croissant aujourd'hui avec l'augmentation des tensions entre les États dotés d'armes nucléaires. Le CICR espère frapper fort, espère éveiller, réveiller les consciences sur l'horreur d'une guerre nucléaire, enfin pousser les gouvernements à ratifier le traité d'interdiction. Aujourd'hui même, encore, les hôpitaux de la Croix-Rouge japonaise continuent à traiter des milliers de survivants, des personnes qui sont maintenant très âgées, mais qui ont souffert toute leur vie de ces expositions aux radiations, au cancer et ainsi de suite. Donc c'est vraiment notre vécu, le vécu du CICR, de la Croix-Rouge du Japon, de ces effets immédiats et à long terme des bombes atomiques, qui a vraiment profondément marqué notre histoire collective au mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et qui nous motive très profondément à effectivement l'élimination de ces armes effroyables et inacceptables. I'd never see my family again. I'd miss the sun on my face. Aujourd'hui même, nos études l'ont démontré, en cas d'utilisation d'une arme nucléaire, nous n'aurions pas les moyens de monter une opération humanitaire digne de ce nom et qui pourrait apporter une assistance pour répondre à l'étendue des besoins humanitaires générés par la bombe atomique. I wouldn't live. C'était une époque où les Américains et les Soviétiques discutaient de désarmement, une époque où Genève était le point de rencontre des ennemis de la guerre froide. Le sommet Reagan-Gorbatchev en novembre 1985 amorçait entre les deux superpuissances le début de la désescalade nucléaire. Ce jour-là soufflait un vent d'espoir. Kevin Gertsch. Ce jour-là, le 19 novembre 1985 à Genève, le numéro 1 de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, rencontrait pour la première fois le président des États-Unis, Ronald Reagan. Malgré les températures glaciales, Reagan avait laissé son manteau au vestiaire. En cette période de détente, il lui était important d'apparaître décontracté et ouvert au dialogue. Au menu des discussions, la fin de la course aux armements nucléaires. Depuis les années 70, l'Union soviétique a quintuplé son arsenal. Elle possède presque 2 fois plus d'ogives que son grand rival. Aux États-Unis, Ronald Reagan a lancé son fameux projet de guerre des étoiles, ce gigantesque bouclier spatial censé neutraliser les missiles soviétiques. Le premier tête-à-tête à Genève doit durer 15 minutes. Les deux hommes resteront seuls pendant plus d'1 heure. La rencontre a duré bien plus longtemps que prévu. Pourquoi? Parce que le planning n'avait pas prévu assez de temps. Est-ce un bon signe? Je suppose. En effet, 4 rencontres en 2 jours débouchent sur plusieurs promesses. Nous avons décidé de réduire la menace d'une guerre nucléaire. Nous ne devons pas permettre une course à l'armement dans l'espace et devons la stopper sur la Terre. Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique,
Ces 2 jours de discussion doivent insuffler un certain élan dans notre travail pour régler nos différends. Un élan que nous poursuivrons lors de notre rencontre de l'année prochaine. Et 2 ans plus tard, le sommet de Genève aboutira à la signature du traité sur l'élimination des missiles nucléaires de moyenne portée, prémisse de la fin de la guerre froide. Restez encore avec nous 2 minutes dans Géopolitis, le temps de vous proposer quelques idées pour prolonger cette émission. Tout d'abord, cet excellent documentaire, Le piège des Kim, la logique qui a conduit 3 générations de dirigeants nord-coréens à développer la bombe et finir par discuter d'égal à égal avec l'Amérique de Trump. Ce film est visible encore sur Arte TV. Depuis près de 70 ans, la dynastie des Kim se prépare à ce face-à-face. Son programme nucléaire, ses provocations militaires, tout cela n'avait qu'un objectif. Traiter enfin d'égal à égal avec les États-Unis. Enfin, le numéro hors série du Courrier international, Le retour de la guerre froide, paru en octobre 2018. Est-il pertinent de comparer la situation de 2019 avec l'époque de la guerre froide? Une analyse des nouvelles lignes de fracture entre la Russie et l'Occident. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver en mer de Chine autour de la question de Taïwan. D'ici là, restez curieux des affaires du monde. À bientôt dans Géopolitis sur la RTS et TV5 Monde.